Pour ses pairs, c'est l'une des meilleures voix du Zouglou, sinon la meilleure voix du Zouglou. Il a par ailleurs été consacré à la faveur des 20 ans du Zouglou, meilleur artiste Zouglou. C'est un artiste qui a du talent, c'est plus à démontrer. Il a un parcours long comme le bras. Il est dans le combat depuis maintenant plus de 20 ans. Il a un récit de vie aussi auquel on va s'abreuver. Son nom, c'est Soumaro Mamadou. L'enfant de Ouassakara, Soumbil. Babili, très heureux de te retrouver à Abidjan. Moi aussi. Je présume là, en pleine promotion de ton nouvel album, Impérial. Tout à fait. Comment ça se passe à Abidjan? Ça va par la grâce de Dieu. L'album est sorti depuis mars. Voilà, on a amorcé la phase de promotion. En tout cas, tout le monde sait que l'album est sur le marché par la grâce de Dieu. En tout cas, l'album se porte très très bien. C'est pratiquement 6 ans après, non? Après Zouglou-Manity. Après Zouglou-Manity, 5 ans. 5 ans. Après Zouglou-Manity. 5 ans, c'était en 2017, Zouglou-Manity. C'est ça. Bah ok, je me suis perdu un peu dans mes chiffres. 2017, ouais, octobre, si j'ai bonne mémoire, octobre 2017, parce que je sais que cet album, je l'avais payé. Et il y avait On va parler de cet album. C'est un album qui reste avec des titres comme QI et autres. C'est ça. Parfait. Donc là, tu es en pleine promotion de Impérial. C'est vrai qu'on va parler de cet album où il y a de nouvelles couleurs, forcément. Mais le principe de l'émission Actu People, c'est le récit des vies. C'est de pouvoir se raconter. Mais à juste ce que je vais te demander, qu'est-ce que ça fait justement de se retrouver sur un plateau où il va falloir du moins se raconter, ou peut-être forcément on va être confronté à des questions qui dérangent, et un plateau où on est là, où on voit son ego un peu, être un peu, voilà. Comme tu l'as dit, c'est un exercice. Hein. Je pense que chacun a une partie de son histoire à raconter, plus ou moins, qu'elle soit positive ou négative. Je pense que c'est tout ça qui fait l'homme, et c'est tout ça qui fait l'artiste. Donc c'est un plaisir de pouvoir donner le fond de sa pensée, ce qu'on a bien réussi, ce qu'on a moins réussi, voilà. Ah, c'est tellement beau à savoir. Ouais. Je sais que tu es philosophe dans l'âme, donc ça ne me surprend pas. Mais en même temps, si tu devais faire un choix entre se faire flatter son ego sur un plateau et se raconter sur un plateau, tu choisirais quoi? J'aurais préféré me raconter sur un plateau. C'est clair que tu t'assumes, et depuis de longues années, tu as toujours assumé tes valeurs, tes convictions. Et ça, là-dessus, on va aller un peu sur le combat que vous menez à travers les Zouglou. Toi, tu es dans ce combat depuis maintenant plus de 20 ans. Selon toi, si on doit faire un bilan d'ensemble, ce serait quoi? Waouh, un bilan d'ensemble, je dirais aujourd'hui que le combat a porté depuis les premières générations. Aujourd'hui, il y a eu la génération intermédiaire, aujourd'hui une nouvelle génération. Je pense que c'est un flambeau qui est resté allumé, quelles que soient les générations. Et musicalement, toutes les populations, enfin tous les Ivoiriens d'ici ou d'ailleurs se retrouvent dans ce style musical-là. C'était le premier combat. Et puis après, il y a un combat sociétal. Je pense aujourd'hui, à notre humble niveau, je pense que le Zouglou a permis quand même de faire bouger pas mal de lignes. Et aujourd'hui, 30 ans après, on peut en être fier. Chacun selon ses couleurs. Mais le plus important, c'était de brandir ce flambeau-là, et on se bat encore pour ça. Selon toi, en termes d'acquis, de manière véritable, de manière perceptive, il y a eu quoi comme acquis? On a imposé déjà le Zouglou comme musique. Et déjà, musicalement, c'est un repère aujourd'hui. Et puis tu as des milliers de personnes aujourd'hui qui pratiquent cette musique-là, quelles que soient les générations. Et ça permet aussi aux artistes que nous sommes de pouvoir vivre de notre art. Et aujourd'hui, on peut s'assumer, on peut assumer nos familles, on peut se projeter à travers cette musique, avec cette musique-là. Donc c'est devenu carrément un métier. Parce qu'au départ, on le faisait juste pour amuser un peu les gens, mais après, c'est devenu un métier comme tout autre. Donc voilà, ça déjà, c'est un acquis. Et puis, sur le plan sociétal, comme je l'ai dit, on a pu mener quelques combats quand même. Voilà, on espère
que ça a pu construire quelque chose C'est vrai que vous allez passer le relais forcément à une génération, mais lorsqu'on est jeune, parce que toi tu as commencé très jeune, quand on commence cette musique ou bien quand on commence même toute activité, on a des rêves plein la tête. Est-ce que tu te disais, avec ma musique, le Zouglou, je vais faire changer le monde, toi dans ta tête, en tant que jeune? Ah oui, bon, en tant que jeune, c'est vrai qu'on se dit ça. On se dit, je vais essayer de me battre pour pousser les lignes, en tout cas me faire entendre. Voilà, je pense que ça a été la première conviction avec les Salopards. C'était ça l'engagement premier, c'était de faire bouger les lignes, faire bouger les réflexions. Et voilà, on a mené ce combat-là. Et puis aujourd'hui, on est fiers quand même d'avoir réussi plus ou moins, en tout cas d'avoir participé à tous les combats pour le changement. Ici, on a vu passer des régimes et encore des régimes. Et on se dit qu'on a apporté notre modeste contribution à ce fait-là. C'est clair qu'on apprécie un peu ce combat diversement. Tu l'as dit tout à l'heure, selon les différentes sensibilités, selon le prisme où on se place quelque part. Pour beaucoup, aujourd'hui, le Zouglou est en train de fuir, on va dire, ses missions régaliennes. Quel commentaire tu en fais? En train de fuir ces missions régaliennes, je ne pense pas, parce que quand même, moi, me concernant, je pense qu'on a prêché quand même pendant une trentaine d'années. Et 30 ans dans la vie d'un homme, c'est pas rien. Moi, depuis mes débuts, ça fait 30 ans que je me bats, ça fait 30 ans que je suis avec mes convictions. Il y a eu des hauts et des bas. Après, tu te dis, en 30 ans quand même, vous avez réussi à éveiller quand même des consciences. Aujourd'hui, la parole est plus ou moins libérée, même si tout n'est pas parfait. Et puis, vous passez le relais à certaines générations aussi pour vivre leur combat. Mais quand 30 ans après, justement, tu parles de cette parole qui est libérée, on voit qu'il y a une certaine entorse qui est faite à cette parole. D'autant plus qu'on a vu récemment des artistes Zouglou se faire emprisonner. C'était une grande première quand même après de nombreuses années. Est-ce que là, on n'est pas en train de régresser quelque part? Je pense qu'ils assument déjà ce qu'ils disent. Ça, c'est un fait. Maintenant, on vit en société. Il y a des lois. Écoute, on peut aller contre les lois, contre ce qui est déjà établi. C'est le rôle un peu, en tant qu'artiste, d'amener la société à réfléchir sur elle-même. Donc, dans ce rôle-là, on est dans ce rôle. Maintenant, que des artistes soient interpellés en justice et tout, c'était quand même une première. Je pense que c'est un combat qu'on ne doit pas fuir. Parce que... Mais est-ce que ça ne fait pas... Est-ce que ça n'amène pas à avoir peur quand même, à prendre peur? Ça peut, mais après, c'est chacun apprécie oui, là, la chose. Là, on parle d'une généralité. Je ne parle pas de Soumbil en tant que tel. Voilà, mais là, en termes de généralité. Mais certains, dans la généralité, chacun s'affirme quand même selon ses sensibilités. Tu vois, c'est pas maintenant que certaines choses font peur. Je veux dire, depuis Salopard, on a eu des censures, on a eu plein de choses. Il y avait des choses qui faisaient peur. Quand on a eu des régimes militaires, il y avait des choses qui faisaient peur. Mais malgré cela, on se sentait pour devoir de dénoncer certaines choses. Mais je pense que cela doit continuer. Ce n'est pas une bonne chose de freiner cet élan-là. Parce que je pense qu'en termes de liberté individuelle, c'est quand même une entorse. Et donc les artistes ont pour devoir de résister à cela. Mais avec l'âge, là, pour refermer cette parenthèse, parce qu'on s'intéresse à l'artiste, à l'homme Soumbil, mais pour refermer la parenthèse, est-ce que le Soumbil qui avait peut-être 25 ans, 30 ans hier, qui était incisif tout à l'heure, tu as pris le repère avec les régimes militaires, Zamba Croix en son temps, est-ce que c'est Soumbil aujourd'hui qui va bientôt avoir la cinquantaine pratiquement, est-ce qu'il peut être toujours aussi incisif? Parce qu'en 30 ans quand même, quand on prend beaucoup de coups aussi, est-ce que quelque part les argueurs ne sont pas amenuisés? Mais forcément, vous posez des questions avant de prendre votre plume. Je ne pense pas que fondamentalement quelque chose ait changé. Peut-être que quelque chose change dans le style et dans la façon d'aborder les choses. Parce que le but, ce n'est pas d'être en conflit non plus. Le but, c'est d'amener à faire penser, d'amener à faire réagir. Aujourd'hui, moi, c'est en cela que je m'inscris. Quand je prends ma plume, je vais toucher la cible, mais avec un peu de style. figure de style, un peu de métaphore. On n'est plus aussi direct, c'est clair. Avec l'âge quand même, on s'est dit non, on réfléchit pas 5 fois. On a une famille, on a plein de choses à protéger quand même.
Bien entendu. Vous parlez de famille Soumbil, vient d'une famille Soumbil, il a eu un parcours. C'est vrai que ton parcours de vie, on le sait, mais c'est toujours bien de rafraîchir la mémoire, en tout cas aux jeunes qui vont te découvrir là, de savoir que ouais, c'est vrai, j'entends parler de Soumbil, mais pour la première fois où j'ai réellement entendu parler de son histoire, c'était sur le plateau d'Actu People. Et cette histoire, elle prend racine où? Est-ce que tu peux nous la synthétiser? Déjà, cette histoire, elle prend racine depuis les grands-parents qui étaient aussi dans la musique, mais de façon traditionnelle. La grand-mère qui était chanteuse traditionnelle, c'est mon père, et le grand-père qui a pratiqué de la musique, en fait, qui faisait du basse. Voilà, c'est une musique traditionnelle de Séguéla, de la région de Séguéla. Donc, il était percussionniste et tout. Donc, moi, je rencontre un peu la musique par accident. Donc, quand je suis au lycée CEPI, où j'étais en classe de seconde, il y avait les garagistes juste à côté. Un soir, je sors et je les rencontre en pleine répétition. Donc, je prends ma première claque, ça m'intéresse. Donc, je suis en fin d'année. Et puis, tu as le grand frère Feko qui me propose d'intégrer le groupe. Et donc, tous les soirs, il vient me convaincre. Non, tu peux le faire, tu peux le faire, tu peux le faire. Et il fallait payer une cotisation. J'ai troqué mes livres. Dans le temps, il y avait comment ils appellent ça, les librairies par terre. C'est ça, à la Ciporex. À la Ciporex. Ouais. Et je crois que le truc était de 1200 à l'entrée, 1250, un truc comme ça. Donc, je suis allé troquer mes livres. Et pour moi, c'était un engagement, ça. Je laissais une école pour entrer dans une autre école. Parce que pour moi, les garagistes, c'est ma première école. C'est là-bas où j'ai tout appris. Appris à chanter, appris à jouer de la percussion et tout ça. Appris à écrire mes premiers textes. Et puis, le virus part comme ça. Mais de manière académique, Soumbil était quel genre d'élève? Parce que, mine de rien, quand même, on le voit dans tes tests. On le voit aussi dans ton expression. On sait que tu devais être un garçon hyper brillant. Et forcément, cette voie que tu as dû choisir, on va en arriver peut-être comment est-ce que les parents ont perçu. Mais tu es quel genre d'élève du moins? Tu commences où d'abord? Parce que tu as parlé des CEPI, mais il y a eu l'école primaire forcément. Il y a eu l'école primaire, tout ça depuis. L'école primaire, c'est Gare Sud Arrêt 1, Yopougonga, justement, où la famille habitait. Ouais. Tu le dis dans c'est là-bas. C'est ça, mon histoire commence là. Donc je vais à l'école primaire et de là-bas, après le CM2, je suis orienté au COT de Treichville. Donc là, on commence à grandir jusqu'en 3e. Et après, je suis orienté au lycée CEPI. CEPI, lycée classique et tout ça. Tu vois, en plus, lycée classique. C'est-à-dire tu vas même jusqu'au classique. Jusqu'au classique, ouais. En terminale. Voilà, où on découvre vraiment. C'est-à-dire tu es caïman, tu vois un peu le parcours brillant, le parcours de l'élève brillant en fait. Collège d'orientation de Treichville, tu reviens en famille Karma à Ouassakara, puis c'est à Ouassakara, à Yopougon, là où j'ai fait aussi mes études, de la 3e à la terminale, 93, 97, je crois, un truc de ce genre. Voilà, vite fait, on surfe là-dessus comme ça. Mais le truc, c'est que quand tu viens, que tu as le bac, c'est-à-dire tu restes combien d'années à CEPI avant d'aller au lycée classique? Je reste une année, je fais la seconde, et après je fais, parce qu'il n'y avait pas de première C, donc je suis orienté en première C au classique. Et après, je fais une TD là-bas. Première C au classique, terminale C au classique. Terminale D. Terminale D. Ouais. Et tu obtiens le bac D? Non, je n'ai pas fait le bac. Je n'ai pas fait le bac justement parce que là, j'entre en studio et les choses commencent à se dessiner. Et puis, je pars pour la musique. Excuse-moi, est-ce que tu peux lire un peu la déception des parents dans bien sûr, bien sûr. Mon père, on a fait pratiquement 2 ans, 3 ans de conflit, hein, parce que j'étais obligé d'assumer, tu vois. À un moment, j'ai fait asseoir mon père, je lui ai dit, vraiment, je sais que tu aurais voulu que je sois peut-être un grand avocat ou un grand monsieur, mais j'ai choisi de faire la musique. Il n'a pas compris et bon. Quand c'est comme ça, dans les familles Djoul d'abord, les familles musulmanes, c'est pas très bien perçu. Et voilà, donc on est resté en conflit pendant 2-3 ans. Voilà, après les choses se sont. C'est vrai que, excuse-moi, avec tout le respect que j'ai pour ta carrière, tu as une carrière brillante. Moi-même, je suis fan, c'est clair. En tout cas, pour tous ces millions de fans, je ne vais pas leur faire l'injure. Mais est-ce que si c'était à reprendre, tu aurais fait la même chose? J'aurais choisi la musique parce que ça s'est imposé à moi. Première C, tu t'imagines? Ouais. Première C, au lycée classique. Tu fais terminale D.
C'est-à-dire là, tu es dans un lycée d'excellence. C'est clair. Et tu claques tout ça pour la musique, où il n'y a même pas d'avenir. C'est clair. Et j'ai plein d'amis aujourd'hui. J'ai un ami qui est juge à la Cour pénale internationale, Cissé, des amis qui sont commissaires priseurs et tout ça. Donc c'est un peu mon clan, quoi. Tu vois, quand je les vois aujourd'hui, je suis fier d'eux. Ben, je me dis, voilà, la musique, c'est quelque chose qui s'imposait à moi. Je ne pouvais rien faire d'autre, j'avais envie de rien faire d'autre. Je voulais faire de la musique. Voilà. Bon, grâce à Dieu, aujourd'hui, on se défend quand même. Non, c'est clair que le succès, il est là. Mais moi, voilà. J'avoue que ce choc-là, il a du mal à passer. Et pour les parents, ils l'ont perçu comme ça. Mais je pense que quand vous avez un destin, on n'échappe pas à son destin, quoi. Je pense que c'est mon destin. Ouais, le destin, il s'impose. Mais lorsque on est en première C, quand même, est-ce que là, tu as un rêve? Tu as envie de devenir quelqu'un? Outre la musique qui te talonne déjà depuis la seconde, est-ce que tu as un rêve par rapport à un métier que tu veux exercer? C'est ça, c'est que j'ai choisi le volet scientifique parce que je voulais être à la NASA. Moi, je voulais être à la NASA, j'avais envie d'être un Ivoirien à la NASA, tout ce qui était technologie, tout ça, mais ça m'intéressait, tout ce qui était physique, chimie, j'aimais beaucoup. La physique, les maths et tout ça, j'aimais beaucoup. Donc, c'était mon premier rêve. L'intention de faire décoller les gens sur la Lune. Bon, j'ai réussi le pari, mais je le fais autrement, à travers la musique. Tu fais bien l'emphase parce que tu nous fais décoller à travers tes sonorités. Mais nous, on aurait aimé en tout cas te voir faire décoller les fusées, quoi. Ouais. Franchement. Peut-être les enfants pourront, voilà. Ouais, c'est clair réussir ce rêve, en tout cas, c'est mon souhait. Voilà. Et là, en ce moment, le petit, justement, lui, il fait quoi? Des études quoi, scientifiques ou bien littéraires? Il est dans les études, il est encore au collège. Ouais. Bon, ça va se dessiner, mais je sens qu'il aime bien. Il aime bien les maths. Il aime bien les maths. Comme quoi, tu lui as pas légué, on va dire, les chansons comme le grand-père t'a légué ton talent, au moins tu lui as légué les maths. Moi, je pense qu'il faut qu'il voilà, c'est ça. C'est clair que sa maman ne va pas me contredire. Sarah, le petit là, il faut le suivre, il faut qu'il fasse les études. Parce que là, ce que Billy me dit là, c'est choquant. C'est ça. Du coup, en terminale, tu raccroches les études et tu te lances dans une carrière musicale. Dans une carrière musicale, sans savoir ce qui m'attendait, en tout cas. Voilà, et puis je suis encore avec les Salopards. On sort notre premier album en 92, voilà, Enfant Chéri. Donc il y a eu un succès d'estime. Enfant Chéri, c'est avec les garagistes ou avec les Salopards? Non, avec les garagistes. Voilà, parce que tu as dit Salopards. Avec les garagistes. Voilà, parce que quand tu as dit 92, je sais que les garagistes, ça a dû commencer vers 96. C'est ça. 92, Enfant Chéri revient avec les garagistes. Donc tu reviens à la case départ. À la case départ, et on sort le premier album. Voilà, déjà on prend une première claque parce que c'est juste un succès d'estime. Et déjà tu commences à te projeter, tu commences à te poser plein de questions. Et puis là il y avait Bloco et Coulin et Debeng. Et puis on décide comme ça de former un nouveau groupe et d'être engagé politiquement. Parce qu'en ce moment-là, bon, toutes les chansons, c'était un peu pour amuser, c'était des chansons, des textes un peu en dessous de la ceinture. Et nous, on voulait choquer les sociétés, en fait. Tu étais plus en phase avec ce que les Salopards allaient proposer comme problématique. Mais justement, qu'est-ce qui fait que tu laisses les garagistes après un premier album, parce que tu as appris avec eux, tu l'as dit tout à l'heure avec Feco, ce sont tes gars, du jour au lendemain tu les lâches, c'était quoi? Cela a été motivé La par quoi? rupture, c'est l'engagement, c'était l'engagement. Nous on avait envie d'être des artistes engagés, qui parlent de tous les problèmes de société, alors qu'avec les garagistes c'était plutôt light. Alors nous on voulait avoir une écriture plus ou moins brutale, quoi, on voulait choquer. C'était ça, l'ADN au niveau des Salopards. Et tout le monde avait la même motivation, tu vois. Donc, du coup, la question ne s'est même pas posée. On a foncé, on a commencé à bosser, puis Au sein des garagistes, lorsque vous commencez, qui a le choix des thèmes à aborder? C'est toi, c'est Poulain, c'est qui? C'est Salif? Au niveau des garagistes, ouais. Au niveau des garagistes, déjà, on était à peu près une vingtaine. Hein. Okay. Une vingtaine. Et pour sortir l'album, il fallait juste en choisir 4. Déjà, moi, j'étais entre l'école et la musique, tu vois. Donc les lois, elles tombaient, quoi. Les lois, elles tombaient. On dit, bon, ceux qui viennent ici en kaki, tant que tu es à l'école, tu vas à l'école. Tu dois choisir, soit c'est l'école ou c'est la musique. Bon, toi, tu vas déjà à l'école, toi, tu es rayé déjà de la carte. Donc, le truc que j'avais trouvé,
j'avais écrit mon premier texte justement en solitaire, c'était Enfant chéri. Et quand le producteur est arrivé pour faire son recrutement, dans la première équipe, je ne faisais pas partie, j'en faisais pas partie. Donc quand ils ont choisi les 4, je crois qu'il y avait Feco, il y avait Paulin, il y avait Paulin, il y avait Salif et Gadi Seli. Comment il s'appelle Gadi Seli, on l'appelle Gadi, c'est Florent. Ah, Florent, ok. Donc c'était les 4 premiers garagistes, ça. Ok. Donc quand ils ont choisi l'équipe, moi je me suis mis à côté, j'ai pris une percu, et puis j'ai commencé à chanter ma chanson. C'était ma stratégie, je la connaissais tout seul. Et le producteur a dit, mais qu'est-ce qu'il est en train de chanter? Mais c'est qui lui? Tu vois? Donc du coup, le producteur a dit, ah mais c'est qui chante, c'est super intéressant. Je souhaite désormais que l'ossature du groupe soit faite autour de ce monsieur. Donc voilà comment j'intègre, contre toute attente, les garagistes quand même. Moi j'avais tiré mon épingle du jeu, donc j'attendais ceux qui devaient m'accompagner. Et on a sorti l'album. Voilà. Et là, vous sortez cet album à 5. À 5. À 4. Donc du coup, nous on chasse tout le reste, on chasse une personne. Je pense que c'est Paulin qui part. Ah, ok. C'est-à-dire, toi, tu es... Ah, je comprends. Donc moi je remplace Paulin. Je comprends le bail, je comprends le bail. C'est ça le bail en fait. Donc ils ont dit non, bon, comme il y a déjà Feco, on ne peut pas prendre encore Paulin. Donc finalement Paulin part et moi j'intègre le groupe. Ok. Donc on est 4 et on commence l'aventure. Forcément, après, ton choix, il s'est fait tout de suite facilement. Tu n'étais pas l'enfant désiré dès le départ, on va dire ça comme ça. La pierre jetée qui, au forceps, est devenue la principale pour un peu de temps. Et dans cette logique, tu n'étais pas peut-être le bienvenu, non? Dans le groupe. On se disait, mais... Ouais, mais bon, après, bon, je faisais partie quand même de la famille. Tu vois, j'étais un peu le chouchou de Feco. C'est quelqu'un à qui je veux dire merci déjà, parce que c'est quelqu'un, il a été l'un des premiers à croire en moi. Et même quand il y avait la pression, quand les gens me disaient, oh lui, là, laisse les tam-tams, il ne sait même pas chanter. C'est lui qui disait, il me disait, non, tu apprends, tu peux, je sais que tu peux y arriver. C'est quelqu'un qui m'a beaucoup motivé. Mais après, voilà, ça se passait plutôt bien, parce que les 4 garagistes devaient toujours rendre compte à la base. On était quand même assez structurés, donc chacun ne faisait pas ce qu'il voulait. Voilà, ça c'était déjà très très bien. Et la rencontre avec Bloco, Colin, et pour que vous constituiez le groupe Salopard, ça vient comment cette rencontre? Debengue déjà, il faisait partie des garagistes aussi. Ok. Et Bloco, si tu veux, c'est quelqu'un qui nous coachait. Quand les garagistes allaient en animation, Bloco venait souvent chanter avec nous. Il nous apprenait des chansons et tout. Et Bloco était avec Colin au niveau des Esprits de York. Et ils ont sorti leur album, ils cartonnaient. Et nous, on était encore au stade embryonnaire. Donc, du fait que Bloco venait parfois, donc on a lié amitié. Donc, on avait des spectacles, des animations. Et moi, j'ai bossé toutes les chansons de Bloco. Et il n'y avait pas de doublure, il n'y avait personne qui faisait la deuxième voix au niveau des garagistes. Donc moi, je me suis entraîné déjà à faire les deuxièmes voix, les doublures. Et une fois, dans des funérailles, je crois que c'était à la Selle-Mère, parce qu'il y a le comité d'animation, tout ça, on était encore avec les mini-chocs, on continuait quand même d'animer les cérémonies. Donc un jour, Bloco vient, et en pleine soirée, quand il entonne, moi je fais la deuxième voix, j'accompagne. Ouais. Donc il se demande, mais où il a appris ça, quoi? Et voilà, ça part, on fait toute la soirée comme ça. Puisque je connais tout le répertoire. Donc quand il envoie, je suis là. Et après, c'est Bloco qui m'a imposé plus ou moins en tant que lead au niveau des mini-shops. Il m'a dit, désormais, quand je chante, je veux que Soum m'accompagne parce que j'aime bien le style et tout. Donc il y a une amitié qui s'est liée. Et puis, on ne s'est jamais lâché. À chaque fois que j'étais à la gare, quand il venait prendre son car pour aller à l'intérieur pour faire des concerts et tout, il passait me faire un big up et voilà, c'était le deuxième parrain, quoi. Voilà. Parfait. Et c'est là maintenant que vous constituez Salopard. Les Salopards. Vous choisissez, on va dire, selon les influences, selon aussi les sensibilités, selon ce que vous pourriez mettre en place en termes de messages. Et vous écrivez en tout cas ce qui va rester encore pendant combien d'années un tube, Vive le maire. Qui écrit cette chanson? Oula, Vive le maire, déjà, la première chanson qu'on a écrite en tant que Salopard, c'est Regardez ce qu'ils ont fait. Regardez ce qu'ils ont fait. Et puis après,
Un soir, on se rencontre à la gare, là, sur les, comment dire ça, sur la dalle. C'était notre endroit de répétition. Et puis, c'était une histoire drôle à la base. Et puis, moi, j'essaie de, avec Bloco, on essaie d'intégrer tout ce qui est parole assez forte, politique et tout ça. Donc, on a écrit tous les deux cette chanson Vive le maire. Et on s'est dit que ça allait être un carton parce qu'on les chantait déjà dans les animations. Et puis on a essayé de faire le texte, écrire le texte. Et puis voilà, c'est parti comme ça. Quand on grandit dans toute cette atmosphère, on est tout jeune, ado, vous avez commencé, des rêves plein la tête. Aujourd'hui, quand tu te remémores ces petits moments où il y avait ces valeurs, parce que tu dis Bloco, quand il doit aller à l'intérieur, il passe me voir, c'était comme mon second parrain. Lorsque tu ressasses tous ces petits souvenirs-là, ça te fait quoi? Ouais, je me dis que ça a été une très belle époque. Ça a été une très belle époque basée sur des valeurs. On n'était pas encore accro au business comme aujourd'hui. Aujourd'hui, je peux dire que les intérêts ont pris le pas sur pas mal de valeurs quand même. Alors qu'avant, c'était d'abord ça, c'était des rapports fraternels. On était engagés les uns envers les autres. C'était la loyauté. Mais aujourd'hui, 20 ans, 30 ans après, bon, il y a beaucoup de données qui ont changé. C'est dommage, mais c'était ça même l'ADN du Zouglou en fait à la base. Voilà, il y a encore des restes, le partage, solidarité, l'amitié, beaucoup de valeurs que voilà, malheureusement. Aujourd'hui, on ne retrouve plus malheureusement. Ouais. Voilà. Vous, dans votre parcours, ça n'a pas été un fleuve tranquille. Cette rupture qui vient fracassante. Comment est-ce que vous la vivez tous de savoir que, les gars, on a galéré ensemble à Yop, aujourd'hui on commence à avoir du succès. Avec notre premier album, c'est plus un succès d'estime, mais un succès commercial. Vous voyagez et du jour au lendemain, toi que je te connais, très émotif, ça, tu me le permets. Dans ta chambre là, tu es assis puis tu te dis, mais Billy, qu'est-ce qui se passe? C'est clair, tu te demandes ce qui se passe. Donc du coup, ça fragilise quand même un certain nombre de choses dans la tête, un certain nombre de rêves. Tu te demandes si, est-ce que tu as fait le bon choix? Bon, voilà, je pense que ça a été assez violent pour nous tous quand même. Assez violent pour nous tous. Puis bon, on était jeunes et ça nous a formés ça nous a préparés en même temps à une autre étape de la carrière. Le côté business, ça s'imposait à nous. Il fallait rentrer dans ce milieu-là maintenant, commencer à regarder les choses avec plus de profondeur. Mais forcément, ça vous laisse des traces. Et puis après, tu te dis, bon, le destin, il est là. Le destin m'appelle, il faut que je l'assume, quoi. En tout cas, cette carrière en solo a été réussie. On va la décortiquer forcément. Mais cette rupture, j'aimerais qu'on revienne sur elle. Parce que ce n'est pas pour rentrer dans les détails, hein, mais quelque part, lorsque cette rupture vient, lorsque vous la vivez, et que toi seul dans ton coin, quelle est l'image que tu as vécue d'aussi brutale à la faveur? Par exemple, je donne un exemple tout simple, imagé. C'est du style, on s'est séparés et un jour j'étais dans un restaurant, j'ai vu par exemple peut-être des gens me regarder de travers ou bien un jour je me balade, je vois Colin, on ne se parle plus, on ne s'appelle plus, on arrive à peine à se saluer. Est-ce que tu peux nous faire partager une image aussi violente comme ça que tu as vécue lors de cette rupture? Bah ouais, une image aussi violente, c'était deux images même. Je pense que la première, c'était, on avait fait un concert au stade Félix Houphouët-Boigny, je crois, il y avait un match de foot et les salopards étaient attendus. On est arrivés chacun de son côté. Et puis quand on nous a donné le go, on ne s'est même pas adressé la parole. Quand on nous a donné le go, on est parti sur scène, chacun savait ce qu'il avait à faire. Et après, pour le cacher, ça a été un souci parce qu'il y avait le manager dans le temps qui était Kili. Je pense qu'ils ont refusé que Kili ait sa part parce que sous prétexte que c'est Kili qui me motivait à partir. Et ça a été un gros bruit. On s'est chamaillé là devant les gens et tout. Donc c'était quelque chose de nouveau que je vivais. Parce que pour moi, le respect, ça s'impose en toutes circonstances. Moi, c'était mes vieux pères, tu vois. Et arriver à me chamailler comme ça avec eux, et vraiment, je ne suis pas allé de main morte, quoi. Parce que je me disais qu'en toute chose, il fallait un minimum de justice, tu vois.
Et puis après, moi je suis parti, j'ai imposé, en tout cas à Kili, de quitter les lieux, je suis parti avec lui. Et puis une semaine après, on devait se rencontrer, ça a été notre dernier concert à Boisseau, où on avait un concert. Et moi j'avais déjà commencé à travailler en studio. Et je crois que c'était un samedi. L'après-midi, il y a un journal qui paraît. Et sur le journal, c'est écrit Soumbil en carrière solo. Premier chœur de Zamba Cruz, c'est les Aboutou qui ont assuré les chœurs. Donc, tu vois un peu le choc que ça fait. Et d'une part, j'étais obligé de l'assumer. Je me suis dit, ouais, c'était fini, c'était fini. Et ce jour-là, on a donné un de nos plus gros concerts à Boisseau. Parce que chacun, à son niveau, devait démontrer qui il était. Tu vois, donc après ça, c'était le regard des gens quand je venais dans mon quartier. J'étais un peu vu comme le petit traître et voilà, j'entendais des choses. Mais bon, après, je devais assumer, je devais regarder droit devant moi. Il a fallu se battre contre tout ça. Et puis, au fil du temps, voilà. Tu sais, au moment où tu relates cette histoire, ça me rappelle cette belle chanson qui reste pour moi l'une de tes chansons intemporelles. Forcément, peut-être c'est cette situation qui a dû t'inspirer cette chanson, L'ingrat que je suis. Tu savais que j'allais en... C'est ça. Donc voilà. Comment un soir tu te retrouves à écrire cette chanson? Oh, je pense que quand, à travers les regards des gens, tu décodes certaines choses quand même. Tu peux lire le message qu'ils t'envoient. Donc c'était ça. Parce que j'étais un peu en solitaire. J'étais un peu en solitaire et à chaque fois que je rencontrais des amis, on me disait non, bon, toi, il paraît que maintenant tu as pris la grosse tête, il paraît que. Donc il n'y avait que ça. Et puis comme ça, un soir, quand je rentre chez moi, je me dis, mais attends, en fait, j'ai raison à la base. Je me plains parce qu'il y a eu ça, il y a eu ça. Parce que le contrat n'a pas été respecté, parce que voilà, on est toujours en train de vouloir me rendre petit, malgré tout le travail que j'abats, tu vois, c'est pas reconnu à juste titre. Mais est-ce qu'ils s'en rendent compte en fait, tu vois? Et puis bon, la plume elle part, je commence à écrire l'ingrat que je suis, je relate un peu mon histoire, tout ce que j'entends, et puis voilà, je me dis que le temps nous dira, je m'accroche au temps. La vérité triomphera un jour, et cette vérité, c'était quoi la vérité qui, des années après, a pu triompher? Des années après, la vérité, c'est ce que je vis aujourd'hui. C'est le culte du mérite, le travail. J'étais assez convaincu que c'est par le travail qu'on pouvait atteindre la félicité, en fait. Et voilà, je ne me suis jamais dérobé de mes tâches. Je me disais que pour atteindre le summum, il fallait bosser. Tu vois, pendant que les autres dormaient, pendant que les autres avaient d'autres chats à fouetter, moi, j'étais toujours en train de travailler en studio, chercher des mélodies, je faisais que ça. Donc pour moi, c'était ça la vérité. Et quelques années après, bon, voilà, j'ai pu m'assumer, quoi. En tout cas, tu es resté dans le game, comme on le dit. Mais lorsque tes gars t'accusent, ou bien ils accusent Kili quelque part, à qui tu es resté fidèle jusqu'à ce jour, de dire c'est lui qui était en train de te monter quelque part, avec du recul, est-ce que c'était pas lui qui avait, on va dire, qui te montait quelque part? Oh, Kili, je pense que Kili, c'est quelqu'un d'assez loyal quand même, Kili. Très paternel aussi avec toi. Très paternel parce que Kili a travaillé avec mon père. Et quand mon père a accepté que je fasse la musique, c'est Kili qui l'a fait asseoir en premier. Et il lui a dit, ben voilà, moi je ne travaille plus. Tu as voulu que l'enfant fasse de la musique, donc je te le confie. S'il réussit demain, c'est toi. S'il échoue, ça sera toi. Moi, je n'ai jamais voulu qu'il fasse de la musique. Comme tu m'as convaincu. Donc, quelque part, Kili, c'est un témoin, quoi, privilégié de mon histoire. Mais je pense qu'il y a eu un problème de gestion à la base. Au niveau des salopards, il y a eu un problème de gestion. On était jeunes. Des gars qui sortent comme ça d'un quartier et on vous propose, par exemple, 15 à 20 millions pour enregistrer un album. Si vous n'êtes pas strong dans la tête, si vous n'êtes pas structuré, ça peut partir dans tous les sens. Et malheureusement, c'est un peu ce qui nous a rattrapés. Voilà, on avait sorti un album, il fallait de l'argent pour faire la promo, il fallait de l'argent pour faire des choses. Et du coup, il y avait ça ne bougeait pas. Cet argent, c'était vous la saisir. C'est ça, donc il fallait des comptes. Et quand même, les salopards, c'était 4 forts caractères.
Donc des réunions en réunion, chacun veut montrer que c'est lui qui décide, c'est lui qui... Les salopards, quand on dit les salopards, c'est lui. Donc voilà, donc ça ne l'a pas fait quoi. Donc ça a explosé. Donc je pense que ce n'est pas la faute à Kili. Mais en tant que papa, il aurait pu te raisonner aussi, non? Pourquoi pas? Ben, il a fait. Il a fait, mais j'étais déterminé à ne plus subir ça. Parce que je me disais, j'avais choisi la musique comme métier. Il fallait que je m'en sorte. J'avais une famille à nourrir, j'avais une famille, je devais m'occuper de ma famille, je devais me construire. Et ce n'est pas en faisant des petits coups bas ou des petites choses, ou faire des choses et puis ne pas avoir un retour d'ascenseur que j'allais m'en sortir. Il fallait que je m'assume, même si je souffrais, je devais souffrir tout seul, mais en avoir les bénéfices. Voilà. Cette carrière solo, elle démarre pas évidente, mais tu t'engages quand même. Tu sors l'album Zambakro, où tu es aussi incisif, très poignant d'ailleurs. Un régime militaire que tu dénonces, mais limite, on s'est dit, mais attends, on vient de voir ta gauche, je sais pas, on te met un cross, mon ancien, où il y avait tout ce qu'on peut connaître, tous ceux qui ont vécu là. Ouais, je pense que partant des salopards, déjà, j'avais ça dans l'ADN, quoi. Et pour Zambakro, avec le régime militaire, c'était quand même un engagement assez fort, parce que c'était quand même assez brutal. Très. Voilà. Moi, je me rappelle encore que j'ai eu des mois où je me faisais, comment dire ça, je me faisais suivre pendant des mois sans savoir même qu'il y a des gens qui me suivaient en fait. Et un soir, je me suis fait, bon, je ne le dis pas très souvent, mais un soir, je me suis fait enlever, moi. Je me suis fait enlever. Tu n'en as jamais parlé? J'en ai jamais parlé, j'en parle en tout cas très 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 rarement. Pas dans les médias en tout cas, pas dans les médias. À tes amis. C'est ça, proches. par les militaires au quartier. Un soir, je me suis fait enlever et tu avais 4 bonhommes, j'en connaissais un. Et ils m'ont laissé quelque part en zone 4 là. Mais quand tu es en face de militaires armés, et tu te rends compte que les gars, ils sont plus eux-mêmes parce qu'il y en a qui ont fumé, qui sont dans des états seconds. Et puis vous êtes quelque part en zone 4, dans un endroit voilà, où personne ne peut même te retrouver. Et ça discute quoi, sur toi. Maintenant, et certains disent non, il faut y aller. D'autres disent non, ils sont en train de se convaincre quoi. Ce jour-là, j'ai eu la peur de ma vie. J'ai eu la peur de ma vie. Je suis resté bouche bée. Et puis je m'en suis remis à Dieu quoi. Je me suis dit, si le combat il est noble, en tout cas, je suis entre tes mains quoi, tu vois. Et après, ils se sont pris la tête et tout, hein. Ils se sont pris la tête. Après, j'ai été dépouillé de tout ce que j'avais. Ils m'ont jeté quelque part là, en zone 4 quelque part. Donc je me suis débrouillé pour rentrer à la maison. Je n'en parle pas très souvent, mais il y a eu plein de petits coups comme ça. Plein de petits coups comme ça. Hein. Wow. Après, tu te poses la question, est-ce que, même quand on te dit, bon, tu dois passer sur scène pour chanter Zambakro, tu regardes qui est dans le public, quoi. Tu vois? Et ça, il y a des choses comme ça sont légion. Hein. Ouais. C'est tellement fort, merci pour l'exclusivité, merci pour la confidence. Mais en même temps, lorsqu'on voit que tu sois une telle chanson, c'est comme si quelque part tu étais un peu un écorché vif, quelqu'un qui avait envie de dénoncer beaucoup de choses. Parce que ta carrière musicale le démontre. Hein. Est-ce que ça, c'est une explication? On va dire cet engagement à vouloir dénoncer vaille que vaille, même quand on sent qu'on prend des risques. Ça te vient comment? C'est quoi? Parce que ton papa, il était militant, il était syndicaliste, c'était quoi? Voilà, c'est quoi les sources d'un tel engagement? Bon, je sais pas, mais peut-être que je suis assez rebelle à la base. Et je pense que je suis toujours en train de scanner la société dans laquelle je vis, et toujours en train de me dire qu'on peut faire mieux. Et en toutes circonstances, j'ai envie d'être libre dans ma tête et dans mes prises de parole et tout. Je pense que ça doit être inné, le fait d'être assez rebelle. Et puis ça déteint sur ma musique. Ça déteint sur ma musique. Et puis à la base, j'étais très reggae feel. Donc tout ça a concouru à former cet état d'esprit-là. Voilà. Mais on ne peut pas l'expliquer vraiment. Voilà. On s'engage comme ça et puis ça fait partie de ton ADN. De l'ADN. Voilà. Soit c'est toi ou c'est pas toi. C'est ça. C'est quoi ta vision du monde? Comment toi tu veux voir le monde?
Où, Tu rêves de quel genre de monde, de quel modèle de monde? Où les libertés des uns et des autres sont respectées. On donne le choix aux gens de s'assumer, de s'exprimer, quel que soit ce qu'ils sont. On donne le choix aux gens de faire des erreurs. Une société assez, comment dire ça, Tolérante, quelque part. assez tolérante, et puis une société où on ne confond pas l'argent de la masse à son propre portefeuille. Je pense qu'aujourd'hui, en Afrique, il y a tellement de défis à relever que souvent vous avez un groupuscule de personnes souvent qui emprisonnent les rêves de tout un peuple. Et ça, ce n'est pas normal. Donc, c'est des choses que je dénonce tout le temps. Et puis voilà, vivre en liberté, vivre en harmonie avec nous-mêmes et avec les autres. C'est clair que là, tu as tellement dénoncé déjà à travers les chansons et tu vas en écrire encore. Tu vas en écrire. Mais quand, en tant qu'être humain, quand tu vois l'évolution du monde, quels sont les faits qui peuvent, toi, te faire pleurer, par exemple? De voir des gens dans la misère, de voir la pauvreté, ou bien de voir des gens qui ne sont pas tolérants. Enfin, qu'est-ce qui peut te faire vraiment dégoûter de ce monde-là dans lequel on vit? Mais l'intolérance déjà dans un premier temps, tu vois. L'intolérance, voilà, se substituer même à Dieu parfois, tu vois. Penser qu'on a le droit de vie ou de mort sur des gens que Dieu a créés. Ça, c'est des choses qui m'interpellent profondément. Au-delà de ça, c'est les misères. C'est les misères. Je pense qu'il y a tellement de possibilités à faire mieux. Et souvent, il y a des gens qui crient, quoi. Tu vois, leur silence et leur misère, ils sont tellement dans leur coin que ça résonne. Mais personne ne les entend, quoi. Tu vois? Et des gens qu'on cherche à faire disparaître. Tes chansons qui est sur l'album Que la lumière soit. Voilà, c'est ça. C'est les paroles là qui me passent dans la tête, mais je crois que c'est Qui saura, je crois bien. Qui saura, un silence meurtrier, tu vois. Tout le monde le sait, mais tout le monde ferme les yeux. Alors que c'est possible de faire autrement. Voilà. C'est clair que tes paroles, les paroles qui sont contenues dans tes chansons sont celles que tu déclames, même quand tu t'exprimes, parce que ce sont des choses que tu vis, ce sont tes émotions, tes valeurs que tu essaies de retransmettre au-delà à travers tes chansons. On va s'intéresser à tes différents albums. Là, tu sors Zambakro, Carrière Solo Boom, ça prend Terre des Hommes, c'est la consécration. Cet album, waouh. Terre des Hommes, ouais, waouh, comme tu dis, c'est vraiment l'album qui m'a révélé au monde, inattendu. Tu vois, je suis dans mon coin après Zambakro, un succès assez relatif. Et puis je suis dans mon coin, je continue d'écrire. Et là, j'ai la visite d'Henri Cattier qui me propose de faire un album. Voilà, et puis on part en studio, on commence à enregistrer l'album. Là, j'ai envie de déchirer le monde, quoi. J'ai envie de démontrer aux hommes. J'ai envie de parler à la terre des hommes. Ouais. Et à la terre des hommes. Mais l'album, il sort. Déjà, on fait, et ça coïncide avec la guerre, on patauge dans la promo. 3 mois, 6 mois, l'album ne décolle pas. Et les gens me disent non, pourquoi tu sors maintenant? Parce que. Et un an et demi après, boum. Explosion totale. L'album explose. Cet album, tu l'as préparé quand tu as dû même on va dire, en griffe, te replier en Europe pour pouvoir le préparer, non, cet album? C'est ça. Ce vécu en Europe, cette parenthèse avant l'explosion des Terres des Hommes, comment tu vis cet intermède existentiel en France? En France, j'arrive justement pour couper un peu avec une certaine déception, parce que tu te dis, bon, Zambakro, oui, mais en même temps, tu as envie de faire un album plus fort. Et moi, je pars en Europe, on sort l'album. Et puis, c'est Kader. Un matin, c'est M. Kader, je dirais, qui m'appelle, qui me dit, petit, il faut que tu rentres. J'ai dit, pourquoi? Il me dit, non, on a 2 gros concerts à préparer. Et tu te demandes pas, tu vois pas un peu l'ampleur que l'album prend, quoi. Je lui dis, ah ouais, 2 gros concerts? Ouais, l'album, c'est impressionnant, l'album a explosé et tout. Donc, du coup, tout remonte. Et moi, j'arrive à Abidjan pour préparer mes 2 concerts. Premier concert, Palais de la Culture. Ça a été l'un des premiers concerts d'ailleurs au Palais de la Culture, Stade de Yop. Donc, tu te dis, est-ce que je suis à la hauteur? Mais quand tu fais un peu le tour d'Abidjan,
Secrétaire des hommes, ouais. Tu te dis, waouh, enfin on y est quoi. On y est et du coup tout ce que tu as eu à prendre comme coup, tous tes espoirs et tout ça renaît en toi quoi, tu vois, ça déclenche pas mal d'émotions en toi. Il y a un sentiment de fierté, d'avoir accompli quelque chose et puis on part, on fait les concerts, c'est extraordinaire. Avant d'aller sur quelques points saillants, dans tes propos introductifs, tu as dit c'est vrai ma carrière, il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Tes bas, les moments où tu as vécu des moments très bas, c'était à quelle période dans ta carrière? Oula, des moments très bas déjà, ça part de Jean Bacro déjà, où tu te demandes est-ce que tu as fait le bon choix, et puis après tu essaies de te convaincre à toi-même qu'il faut que tu poursuives quoi, le combat. Il y a eu ça, et puis un truc comme Que la lumière soit, par exemple. Que la lumière soit, c'est un album qui m'a laissé quand même pas mal de séquelles. Parce qu'au départ, quand j'ai sorti l'album, je voulais faire un album assez ouvert, donc qui n'a pas été compris tout de suite. Tu vois, et au niveau de la prod, tout le monde commençait à être un peu déçu. Tu vois, et ça, c'est des moments de flottement qui peuvent pousser un artiste à abandonner, quoi. Tu vois, parce que tu as l'impression de ne plus exister, l'impression de disparaître des radars. Après ce qu'on avait vécu comme performance avec Terre des Hommes, quand tu sors un album et on se dit non, il y a trop de français, non, ben, tu déprimes. Tu déprimes, et puis je me suis exilé, encore une fois, je suis parti. Et ironie du sort, c'est toujours la même chose. C'est 1 an, 8 mois après que l'album explose encore. Donc du coup, ces petites interludes-là à chaque fois, avant que un album soit compris, ça c'est des choses assez difficiles quand même pour un artiste. Et quand tu vois tout ça, tu ne te dis pas que tu as un incompris quelque part? Forcément. Forcément. Un incompris, un peu avant-gardiste. Et puis souvent j'ai tort d'avoir raison trop tôt, musicalement parlant. Parce qu'il y en a qui font de la musique pour que ce soit consommé là. Moi j'aime beaucoup me projeter, tu vois. Et souvent après, c'est 10 ans ou 5 ans après que les autres te rattrapent. Après quand tu comprends ça, tu te dis bon, tu vis ta musique à fond, tu vis tes émotions à fond. Quand tu es en studio, tu es là, tu es dans ton univers quoi. Les autres peuvent comprendre ou comprendre plus tard, mais tu donnes tout ce que tu as là-dedans. Voilà. Je t'ai dit qu'on allait revenir sur des points saillants, mais lorsque toi tu vois tous tes albums, selon toi, c'est lequel qui est le plus abouti? Le plus abouti musicalement? Ouais, pour toi. Wow. Je pense que la lumière soit fait partie d'un des albums les plus aboutis. Là-dessus, je suis très d'accord avec toi. Pour moi, hein. Parce que quand tu écoutes des titres comme Bambo Ghetto, quand tu écoutes des titres comme Aïdara, quand tu écoutes des titres comme Kisora, quand tu écoutes, enfin, il y en a trop. Bien. Moi, c'est un album pour moi. Là, on a atteint la dimension quand même. Oui, j'ai posé la question à dessein parce que cet album, pour moi, c'est le plus abouti. Mais en même temps, lorsque tu parles de cet état de fait qui fait que ces albums sont appréciés des années ou des mois après leur sortie, est-ce que tu penses que le dernier album que tu as sorti, qui est Impérial, peut avoir le même sort, selon toi? Ah ouais, moi, je suis plus que jamais convaincu qu'Impérial va avoir le même sort. Plus que jamais. Tu sais, aujourd'hui, on est un peu dans le monde du bruit. Il y a tellement de bruit que tout ce qui transcende, tout ce qui appelle l'esprit, prend du temps avant de s'imposer. C'est comme ça que je vois les choses. Parfait. On est dans la problématique, hein. On va rester dans ce vase clos. On va aller étape par étape. Là, tu as parlé d'Impérial. Lorsque tu prends ton album Escale, où tu as surfé sur du reggae, après cet album il est resté lettre morte. Vrai ou faux? Lettre morte, ici. Il n'a pas décollé comme il fallait, comme on le dit, quelque part. Il n'a pas décollé. Donc, là, tu dis Impérial pour toi, il va décoller. Pour toi, quelle est la recette qui fait que chaque fois, puisque là, tu crois par rapport à Impérial, qui fait que chaque fois, les gens te rattrapent plus tard? Qu'est-ce qu'il fait? Déjà, je pense que Escale, c'était, c'était assez différent. Parce que Escale, j'ai travaillé avec des équipes basées en France.
Voilà, c'était vivre quelque part un petit rêve. Tu vois, Tu voulais échanger avec une sensibilité musicale que et tu travailler aimes, avec le reggae. certains musiciens en fait que j'appréciais, tu vois. C'est ce que je voulais partager dans un premier temps. Et puis faire des concerts un peu par là, quelques festivals, reggae, vivre une autre émotion en fait. C'était ça. Mais maintenant, Impérial, la recette, je pense que quand on ne triche pas, tu vois, quand on ne triche pas dans sa plume, quand on ne triche pas musicalement. Là, je vais te prendre au mot. Est-ce que tu penses que si Impérial, en termes de plume, tu as été incisif? Oui, mais ce n'est pas orienté de la même façon. Parce que quand on dit incisif, tout de suite on a envie qu'on dénonce ça, on dénonce ceci, on dénonce ça. Mais je pense qu'après 30 ans, il y a beaucoup de choses qui ont été dites quand même, quoi. Je pense que là, on est dans le rappel. On est dans le rappel. Et puis sur Impérial, j'ai voulu faire un album qui parle d'autre chose que des choses politiques. Tu vois, après tout ça, on est des humains, tu vois. On a d'autres émotions, on a des choses qu'on vit dans les sociétés qui ne sont pas forcément en rapport avec la politique, mais de notre histoire de nos histoires en tant qu'être humain. Voilà, c'est juste sur ça que j'ai voulu surfer. Mais Amir, pourquoi est-ce que tu n'as pas l'impression justement que ce combat que tu as engagé depuis belle lurette t'a porté préjudice quelque part? Au point où aujourd'hui ta plume un peu, tu essaies de l'orienter sur d'autres thématiques. Non, je ne pense pas qu'un combat porte préjudice. Je pense que les gens m'ont écouté. Les gens ont compris le message que je voulais porter. Les gens ont compris le combat que je menais. Ça a fait bouger des lignes, plus ou moins. Mais je pense que j'ai servi à ouvrir cette libération-là de pas mal d'esprits qui étaient plus ou moins enchaînés. Je pense que ce combat, on l'a mené. Mais après tout, on fait d'abord de la musique, tu vois. Porter préjudice, je ne pense pas. Et en même temps, je veux dire, dans un autre sens, je n'ai pas fait de la musique commerciale. Dans ce cas-là, on peut parler de préjudice. Parce qu'à un moment donné de ma carrière, j'ai dû faire des choix. Tu vois, quand j'arrive en Europe, je travaille avec des gens qui font de la musique commerciale. Donc à la limite, qui te disent, voilà la recette, voilà, on fait sauter les jeunes, on fait danser. Bon, il n'y a pas d'engagement derrière ça. Donc par moment, il a fallu choisir. Mais pourquoi toi, tu n'as pas voulu t'inscrire dans ce registre justement? Non, parce que je ne savais pas faire cette musique-là. Je ne savais pas faire cette là. Pour moi, ça ne voulait rien dire. Parce que pour moi, ma musique, ça dépeignait ma personne déjà, ça dépeignait ma philosophie, ça dépeignait mes ambitions, mes rêves. Tu vois, c'était ça pour moi, faire de la musique. Tu vois, c'est pour ça que je ne me suis jamais inscrit dans ce style de musique. Et même ici, il y a des moments où forcément, il y a des portes qui te sont fermées. Il y a beaucoup de portes qui te sont fermées. Et ici, les gens sont très, très stratèges. Il suffit que tu ailles jouer dans un endroit où les gens ne sont pas les bienvenus. Qui leur sont hostiles. Voilà, qui leur sont hostiles quelque part, ouais. Quelques 2 minutes d'arrêt sur ton image, ça explique tout. Pour la petite anecdote, le premier concert, par exemple, du RDR à Abobo, où je suis invité justement avec Zambacro. Je suis assis dans la foule, je suis invité avec plein d'autres artistes. Donc le soir à la RTI, on fait arrêt sur image au moins 5 secondes sur ma personne. Tu vois, 5 secondes sur ma personne, ça avait scellé l'engagement, ça voulait tout dire. Tu vois? Et quand je sors de là, je comprends tout, quoi. C'est clair que ton engagement a toujours fait débat. Tu es l'un des rares artistes, malgré ton... Ça, c'est ma déduction. Après, elle n'est pas partagée par tout le monde. Je sais que tu n'as pas un engagement politique ou bien tu n'es pas porté par un pouvoir politique. Tout à fait. Loin de là. Ça, c'est une déduction personnelle. Tout à fait. Mais cette manière, cette lecture que les gens ont eue par rapport à ton engagement, de te trouver des couleurs politiques, comment est-ce que tu l'as vécu? Et comment est-ce que tu le vis au jour d'aujourd'hui? Pour moi, je pense que c'est comme ça. C'est comme ça, mais je pense que je n'ai pas eu à me justifier tout le temps. Parce qu'à chaque fois que je sortais un album, justement, ces gens qui me collaient des étiquettes politiques se posaient des questions. Donc ça m'a permis de démontrer que j'étais
déjà là pour les masses. Voilà, quels que soient les pouvoirs, j'ai mené tous les combats. Voilà, mais souvent on a, comme un ami le dit, le peuple souvent n'a pas de mémoire. Donc l'artiste trace sa route et puis l'histoire nous dira. Ce qui est intéressant, le tout, c'est d'être en phase avec toi-même. Et je pense que tu es toujours en phase avec toi et avec tes convictions. Je vais parler de quelques points saillants qu'on a pu partager comme ça. Lorsque tu sors cet album, La Terre des Hommes, il t'emmène, j'ai très bonne mémoire, un 1er janvier 2004 à Boaké. Un 1er janvier 2004 à Boaké pendant la rébellion. Ouais, ça a été un tournant assez décisif de ma carrière. C'est-à-dire, à côté de l'engagement, musicalement parlant, il fallait démontrer son engagement physiquement, humainement. Voilà. Donc, avant d'aller à ce concert, j'ai eu pas mal de pression. Des gens qui ne voulaient pas qu'on y aille. Parce que pour eux, ça scellait une rupture. Voilà. Donc, beaucoup de chantage. Beaucoup de chantage. On a effrayé les musiciens. On a fait des rencontres. J'ai été convoqué. Voilà. Donc, dans la tête d'un artiste. Mais qu'est-ce que lorsque toi tu franchis ce rideau de fer, ce qui était qualifié de rideau de fer, je me rappelle qu'on était parti le 31 décembre 2003 et on a joué le 1er janvier. Voilà. Mais quand tu franchis ça qu'après, il y a la flamme de la paix en 2007 et que tu ne bénéficies pas en griffe des fruits de ce qui est en train de se faire sur le plan. C'est assez impressionnant et assez choquant. C'est pour ça que je l'ai dit tout à l'heure, souvent le peuple n'a pas de mémoire. Tu vois? Et pour la petite histoire, j'étais à Boaké. J'étais dans le stade, mais je n'ai pas joué. Et pourquoi? Parce qu'on ne m'a pas fait jouer. Parce qu'on ne m'a pas fait jouer, parce que les gens, à ce moment, avaient envie de mettre d'autres artistes en avant. Tu comprends? Et ça, en tant qu'artiste, tu es là, tu te demandes, mais qu'est-ce qui se passe? Tu vois? Et puis après, tu te dis, bon, je l'ai fait. Mais c'est des choses qui blessent, forcément. Tu vois? Parce que quand tu te rends compte de tous les risques que tu prends, c'est-à-dire tu vas, comme tu dis, briser ce rideau de fer là pour prêcher plus ou moins un minimum d'espoir. Et quand cette flamme arrive, tu te dis au moins tu peux porter ce message là, quoi. Tu vois, tu étais là quand personne n'y croyait. Mais j'étais là. Je suis arrivé par mes propres moyens déjà. Je suis entré dans le stade difficilement et je suis resté. Et tu vois les gens te regardent. Ils savent pourquoi tu es là. Tu es un chanteur, quoi. Et puis après, tout le monde, non, ils sont focalisés sur autre chose. On fait passer d'autres artistes. Et après, tu te dis, peut-être que tu n'es pas le bienvenu, tu rentres chez toi. Avec cette entrée-fait, est-ce que tu penses avoir été rétribué à ta juste valeur par rapport à tout ce combat musicalement que tu as mené? Musicalement, je veux dire, aujourd'hui, ma seule fierté, c'est mon public. À 100%. Je veux dire, j'ai un public en or, quoi. Je pense que si ce public n'avait pas été là, je ne pense pas que j'aurais fait autant de temps encore dans la musique. Parce qu'à chaque fois que je veux taper le fond, ils sont là pour me rappeler qu'ils étaient là hier, ils sont encore là, quoi. Et c'est ça la magie dans la musique. Parce qu'aujourd'hui, c'est mon public qui me permet de diriger mon label. C'est mon public qui me permet d'enregistrer des albums. C'est mon public qui me fait vivre, tu vois. Et vraiment, je trouve que c'est une grâce. Ça m'a permis en 30 ans de faire que de la musique et de pouvoir vivre que de la musique. Tu vois, que ce soit ici ou ailleurs. Tu connais l'Europe, ce n'est pas évident. Quand tu arrives en Europe, il faut payer tes factures, il faut s'occuper de sa famille. Mais ce public-là m'a permis, en 30 ans, de faire que de la musique. Et ça, je trouve ça énorme. Waouh, parler de ton public comme ça, c'est tellement émouvant. C'est clair que ceux qui apprécient ta musique vont apprécier, ils vont vraiment apprécier ce message. C'est clair que ça va leur aller droit au cœur. Est-ce que tu as déjà reçu une décoration de l'État de Côte d'Ivoire? Non, jamais. J'ai jamais reçu de déco. Et parfois, je m'amuse avec ça, même quand je suis avec mes fans et tout. J'ai dit, bon, vous avez
un artiste qui est indécorable parce qu'on ne sait pas où il est. Quand il est ici, on croit qu'il est là-bas, il n'a jamais été là. Mais non, je n'ai jamais reçu de décoration. Et même des encouragements souvent de quelques-uns. Tu vois, tu as comme l'impression que tu mènes un combat et quand ça aboutit, blackout. Tu mènes un autre combat, quand ça aboutit, blackout. C'est comme ça que je le vis. Bon, après, une déco, ça reste une déco, quoi. Mais je pense qu'à la base, on ne fait pas de la musique pour ça. Je pense qu'on fait de la musique déjà pour partager quelque chose avec son public, avec un public. Et ça, pour moi, c'est la plus belle récompense. Et cette récompense, c'est ton talent. C'est ce talent que Dieu t'a donné, c'est inné. Qu'on le veuille ou pas, on ne pourra jamais t'enlever ça. Tu me l'as dit tout à l'heure en off, on est fait du même bois, mais je ne savais pas que c'était jusqu'à ce point parce que ne pas recevoir des reconnaissances nationales pour tout ce que tu as donné à cette musique, sincèrement, ce n'est pas pour lancer un message pour Soumbil. Je sais que tu n'en as cure, tu fais ton travail, te connaissant, mais quelque part quand même, lorsqu'on voit ça souvent, est-ce que... Forcément, il y a un brin de frustration quand même. Il y a un brin de frustration. Mais souvent, j'en parle, hein, même pas moi, en tant que Soumbil, mais un groupe comme les Salopards. Je pense qu'à mon humble avis, un groupe comme les Salopards mérite un minimum de reconnaissance quand même de l'État de Côte d'Ivoire. Parce que culturellement, on a créé une révolution, musicalement parlant. J'aurais aimé un jour comme ça que les Salopards soient là et qu'on dise, bon les gars, vous avez bossé pour tout ce que vous avez apporté à ce pays, vraiment on vous est reconnaissant. Tu vois, ça donne du sens quoi, à tout ce combat, ça donne du sens à tous les coups qu'on prend. Voilà. Laissons le champ musical artistique. Tes plus gros succès, on va dire tes plus grosses satisfactions aujourd'hui, c'est sur quel plan? Laissons le champ musical. Humainement, déjà, à un niveau familial, humainement. Aujourd'hui, j'arrive à m'occuper de ma petite famille et puis à faire mon travail, surtout la création de mon label, à être indépendant. Cette indépendance, ça pour moi, c'est professionnellement, c'est quelque chose de très très important. Voilà, je pense que je vis tranquillement ma petite vie dans mon coin. Pour un artiste qui est beaucoup adulé par les femmes, par la gente féminine, il était important pour toi aujourd'hui de souffler cette ère de stabilité sentimentale. Il était important pour toi? Ben forcément. Et puis après, c'est quelque chose qui ne se décrète pas. Non, je pense que tout ça, tous ces mouvements dans la vie d'un artiste, c'est forcément des choses qui inspirent un artiste. Tu prends des gens comme Bob Marley. Voilà, c'est des gens qui sont tellement toujours au front qu'on a besoin de beaucoup d'amour, tu vois, jusqu'à ce qu'une personne rentre dans votre vie et puis décide de tout changer, décide de vous calmer, tu vois. Et ça, c'est bien. Et tu le traduis à travers cette belle chanson, comme le vent. L'amour, quand il souffle, tu le sens. Et cet amour, tu l'as trouvé avec Sarah. Résume-nous un peu cette belle histoire d'amour, en quelques mots. Oula, moi je pense que c'est le destin. Hein. Je pense que je devais aller un jour en concert. C'était à Libreville. À Libreville. Et ce jour-là, elle aussi, elle se rendait à Libreville pour son anniversaire. C'était même pas prévu. Au dernier moment, elle a décidé d'y aller. Et puis comme ça, on est à l'aéroport. Je la vois, je flash. Très belle femme d'ailleurs. Je me dis waouh. Et je suis dans mon coin parce que moi je suis quand même assez timide à la base. Mais quand même, je décide de lui faire un petit coucou. Tu vois, elle est encore jeune, dans la flamme et tout. Donc quand je lui fais un petit coucou, la meuf elle me zappe d'abord quoi. Mais je ne le fais pas ça, je le fais en speed, tu vois, parce que c'est la star quand même, la star qui prend un vent. Donc je prends mon vent et puis je vais me mettre loin. Et comme ça, il y a une voix qui me parle quoi. Ça, je l'ai toujours dit, j'ai écrit souvent dans mes chansons, c'est assez bizarre. Quelque chose me dit, mais et si c'était ta femme? Et je me mets à rigoler tout seul. Je dis, non, comme ça là, ma femme, j'ai dit, mais c'est un échange de vie, voilà. Et voilà, on s'en va. Mais je ne lâche pas l'affaire, donc j'envoie mon manager maintenant. Paix à son âme, Djagen Avoué, je l'envoie faire le sale boulot, quoi. Et puis moi, je suis à côté, parce que je me suis pris un vent, donc on arrive à Libreville.
Et puis, comme ça, on n'a pas nos affaires. Quelque chose de bizarre, ce jour-là, les bagages n'arrivent pas. Donc, moi, je viens pour un concert, j'ai pas de bagages et tout. Et puis, c'est la première fois où on profite, quand on va se plaindre à la compagnie et tout, où on parle un peu. Voilà, et puis elle part, et puis on fait connaissance, et puis voilà. Et ça, c'est le 5 août 2025. Et depuis ce temps, on ne s'est plus lâché. 5 août 2005. 2005. 2005. 17 ans. Ça fait 17 ans. 17 ans d'amour. Waouh. On ne s'est plus lâché. Donc je pense qu'il y a... Là, vous avez combien d'enfants maintenant? Il y a une belle symbiose, on en a 3. 3. Ils grandissent bien, les petits. Ils grandissent bien, ça va. Ça fait plaisir en tout cas de te voir apaisé sentimentalement parce que je sais que tu as vécu beaucoup de tourments. Et ça, est-ce que quelque part, ça t'a amené souvent à douter de l'amour? À douter, je vais dire, pas à douter de l'amour, mais à douter des femmes. Voilà. À douter des femmes. Parce que je pense que l'amour, c'est un sentiment qu'on ne contrôle pas vraiment. Après, bon, quand vous le vivez à deux, vous passez un autre cap. Il y a une sorte d'engagement, il y a cette envie de compter l'un sur l'autre, et ce qui n'est pas toujours évident. Donc quand vous trouvez cet équilibre-là, vous avez trouvé le véritable amour. Dans la chanson L'un pour l'autre, tu dis « J'ai pris beaucoup de coups ». Mais les coups que tu as pris, c'est des déceptions sentimentales ou bien c'est des coups humainement parlant? Humainement parlant et puis des déceptions sentimentales aussi. Qu'est-ce qui a pu te faire gerber sentimentalement de te dire « Mais attends, c'est lourd quand même ». Ouais, bon, quand on est jeune, tu vois, on s'attache vite. Hein, tu vois, et à chaque fois, tu te rends compte que, voilà, et puis les gens à côté, c'est un artiste, c'est un vaurien, c'est ceci et cela, et souvent c'est pas très loin, quoi. Tu vois, donc ces choses-là, tu les découvres. Voilà, en tant que jeune, tu es amoureux, tu es dans la flamme et tout, tu es, voilà. Donc c'est des choses que j'ai découvertes. Puis après, voilà. Vu que tu dis t'avoir t'être attaché, du moins beaucoup de fois, tu as vécu combien de fois les déceptions sentimentales? Comme on le dit de manière prosaïque, tu as vécu combien de goumets avant de te stabiliser vraiment? Avant de me stabiliser, j'en ai vécu... combien comme ça? Combien? Là, je ne vais pas te dire. Ouais, 2, 3. Ouais. Non, mais bon, parce que déjà, il faut être attaché plus ou moins. Donc, je pense que peut-être... Mais comme toi, tu t'attaches facilement. Voilà, peut-être 4 fois, 4 ou 5 fois. 4 goumets. Ouais, 4 ou 5 fois. Le plus terrible des goumets que tu as vécu. Relate-nous. Oula, Vergès. Non, donc c'est pas vraiment un gourmet parce que, bon, le plus gros gourmet, je veux dire, c'est quoi? C'est quand tu... J'avais une meuf de qui j'étais quand même assez amoureux, voilà, qui était un peu dans le même milieu que moi. Je vais pas te dire son nom. Et voilà. Je le concède. Voilà. Et puis après, voilà, au moment où moi je commence à être amoureux, la meuf, c'est là où elle commence à douter, quoi, tu vois. Et elle prend son vol et elle quitte le pays. Elle va dans un autre pays étranger. Et puis voilà, et toi, tu es là, tu te tournes les doigts. Et puis le jour où tu la rencontres, tu dis non, mais moi je croyais que j'ai joué. Moi je croyais qu'on jouait en fait. Alors que toi, tu étais amoureux, tu étais à fond dans les trucs. Tu étais amoureux, tu te dis waouh, bon, ça encore, ça existe. Donc tu prends vraiment une claque, quoi. Et tu te dis, ouais, demain, si je dois m'engager, il faut vraiment que ce soit la bonne personne. C'est clair. Voilà. Et comme ça, quand je rencontre ma femme, tout de suite, c'est 2 forts caractères. Ça n'a pas été tout de suite évident. Parce que je connaissais mon milieu et tout. Puis elle aussi, elle a un sacré caractère. Donc c'était tout le temps, c'était le feu au début. Tu vois, jusqu'à ce que, parce que c'est sans faux fuyant. Se laisser découvrir tel qu'on est. Et voilà, et puis on s'est accepté comme ça. Les plus belles leçons que tu as retenues de la vie, c'est quoi? Oula, je dirais c'est des leçons d'humilité. C'est des leçons d'humilité. Je pense que ceux à qui la vie donne la lumière, les vrais, cherchent à vivre dans l'ombre. Mais ceux qui cherchent à se faire voir
c'est ceux qui sont déjà dans l'ombre. Je pense que la vie est faite de tellement de péripéties, tellement de retournements de situation. Et avec l'expérience que j'ai, tu te dis, en toute chose, il faut savoir garder son humilité. Parce que l'avenir, c'est Dieu seul qui sait de quoi l'avenir est fait, quoi. Voilà. J'attendais ce moment depuis longtemps, cette interview avec toi. Merci de nous avoir offert ce plateau, ce très beau tableau. C'est un très, très grand plaisir, en tout cas, de te retrouver, frère. Merci pour ce beau plateau. Si tu as un mot fort, un message fort que tu souhaiterais faire passer à la faveur de cette interview, ce serait quoi? Merci, j'aurais dit merci déjà pour ta fraternité. Parce qu'au-delà de l'interview et tout, je pense que aujourd'hui les hommes doivent savoir compter les uns sur les autres. Quand on me demande est-ce que tu as des amis, je dis non, je n'ai pas d'amis. J'ai des frères. Et tu fais partie de ceux-là. Voilà. Donc j'ai quelques-uns comme ça sur qui je sais que je peux compter. Tu vois, qui connaissent ma vie par cœur. Et des personnes comme ça sont rares aujourd'hui. Voilà. Donc la fraternité, c'est quelque chose d'essentiel. C'est un message que Soumbil partage avec vous. Moi, vous avez dû voir un peu le cours de cette interview. J'étais beaucoup ému parce que Soumbil, pour moi, c'est beaucoup de respect. Humainement, il sait. Mais artistiquement, après Lucky Dubé, qui est l'artiste que j'aimais le plus au monde, Soumbil reste l'artiste que j'aime le plus au monde. Je le lui ai déjà dit hors micro, je le dis face caméra. Et comme il a dit tout à l'heure, les frères, ça ne se voit pas tous les jours, mais le cœur, il est là. Et il sait combien de fois. Tu sais, je sais, on n'a pas besoin de trop parler devant la caméra, mais il y a une belle leçon qu'il nous donne, c'est celle de l'humilité. Ceux qui aiment se faire voir, c'est parce qu'ils sont dans l'ombre. Mais lorsque tu as la lumière, et je pense que Alpha Blondy nous en donne très souvent la parfaite illustration, c'est cette humilité dont il s'imprègne au quotidien. Et lorsqu'on voit la superstar que ce monsieur est, et lorsque vous l'approchez, et Billy, lorsque tu parlais, c'est à lui je pensais. Absolument. Et c'est tellement beau. C'est quelqu'un qui déteint forcément sur moi parce que c'est mon idole. C'est ça. Et moi, pour avoir eu à travailler avec lui, il m'a légué ça. L'humilité, la modestie. Ça fait qu'au final, tu regardes la vie, tu dis, bon, on fait ce qu'on a à faire et on s'efface. Et c'est Dieu qui appréciera. Merci pour ce beau moment. Merci, frère. Merci infiniment. Merci beaucoup. Plein succès à Impérial. Merci. Et je le rappelle, au mois de novembre, il vient encore pour un beau récital. C'est le 25 novembre, je crois bien. Au Palais de la Culture. On y sera pour aller encore vibrer au son de l'un pour l'autre. Qui saura Aïdara, Inch'Allah. Inch'Allah. Seigneur, en toi, j'ai placé ma foi. Tu peux chanter ça pour moi? Car il n'y a que toi qui sois digne de louange. Mes ennemis sont tapis dans l'ombre, ils veulent me voir saigner. Prends-moi sous ton aile, car éternel est mon rocher. La foi dit le faux, l'espoir veille dans l'espoir. L'humilité caractérise le sage. Et la crainte de Dieu est le début de la sagesse. De tout mon être, j'y crois. On termine par ça. Merci, que Dieu vous bénisse. C'était Guillaume Vergès pour Actu People. Merci pour tout. Merci, Billy.